on a un dernier type d'adaptation qu'on voit aussi, les adaptations pour tous. Elles sont plus ciblées sur certains élèves, elles sont pour tous les élèves de la classe, elles sont pour le groupe classe. Ou pour l'établissement, Nicolas l'abordera tout à l'heure, c'est des adaptations en fait pour tout le monde. Donc là, on ne s'intéresse plus à Fabrice, on s'intéresse à l'ensemble de l'amphi, dont Fabrice. Donc quelques leviers. Bon, levier plus classique, classique, on passe des consignes. On est pendant le moment de regroupement, on doit expliquer par exemple le parcours acrobatique en gymnastique. Bon, allez, on le fait à l'oral, on fait un petit schéma derrière, parce qu'il y en a qui comprennent par le schéma, on fait une petite démonstration avec un élève, il y en a qui comprennent mieux comme ça, puis on fait reformuler un élève, est-ce que tu peux me rappeler la consigne, parce que c'est un autre canal, par exemple, vous voyez puis on peut utiliser des pictogrammes pour les allophones, enfin on a différents médias, donc on diversifie les médias, bon, on ne sait pas pour qui apprend comme quoi, c'est pas grave, on le fait pour le groupe, parce que plus on va diversifier les médias pour le groupe, plus on a des chances que Fabrice, mais aussi tout l'ensemble du groupe, puisse comprendre les consignes. Vous voyez la logique ? On propose plusieurs chemins, en fait. Ah oui, les cartes de SECPA, bah oui, parce que, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, parce que, après, les SECPA, on les prenait jamais une classe par classe. On les mélangeait toujours, on était toujours 2 profs, 36 élèves. Les 12 SECPA, les 24 élèves, ça fait 36, 2 profs. On a toujours fait ça après. Et puis en fait, on s'est aperçu que les cartes qu'on donnait au SECPA, il y avait certains sixièmes qui en avaient besoin. Alors pourquoi donner des cartes au SECPA avec des dessins et les autres avec des symboles? Du coup, on faisait choisir les élèves la carte qu'ils voulaient. Les SECPA, des fois, choisissaient avec des symboles, etc. C'est une activité de guidage. Donc du coup, là, on est vraiment sur le groupe, on n'est pas sur l'étiquetage. Donc voilà, ils choisissent. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de choisir. Je ne vais pas développer le soutien de l'autonomie, qui est une notion de la théorie de l'autodétermination. Mais voilà, à partir du moment où on offre l'opportunité aux élèves de choisir, on se décharge de la différenciation. C'est plus nous qui gérons tout. L'élève gère une partie. Comme choisir sa carte. Comme choisir son chemin sur un parcours acrobatique. Voilà, j'ai deux hauteurs. Voilà, vous avez déjà vu un parcours de motricité chez les petits, souvent il y a plusieurs chemins. Ces plusieurs chemins, les élèves ils choisissent le chemin qu'ils veulent. Comme ça, on n'a pas à gérer la différenciation a priori, mais c'est les élèves qui se gèrent eux-mêmes. L'apprentissage coopératif, bien l'apprentissage coopératif, bien, mais ça marche pas tout le temps. Même avec les élèves en situation de handicap, particulièrement ceux qui ont des problèmes de comportement, ça ne marche pas souvent. Ça marche pas. Nicolas, tu pourras nous en dire plus peut-être par rapport à ça, je ne sais pas si tu le développes, mais en tous les cas, ça ne marche pas énormément. En fait, il faut éviter l'effet boulet. C'est être le boulet du groupe. Vous mettez un élève en situation de handicap dans un groupe, voilà, mais en fonction de ce handicap, ça peut vite être le boulet. Et c'est horrible d'être un boulet dans un groupe. Oui, et en fait, il faut réfléchir à la manière dont on n'est plus un boulet. C'est ça. Nous, on mélangeait les élèves de SECPA, on a fait beaucoup d'expériences là-dessus, avec les classes ordinaires, et puis on leur construire des phrases en danse, une phrase dansée. Vous voyez, 3 gestes sur un verbe d'action qu'ils choisissaient, par exemple le verbe frapper, 3 gestes, puis on assemblait, ça fait une phrase dansée. Puis on s'est aperçu, on a comparé, parce qu'on en a comparé, on avait des caméras, on observait les élèves, etc., et on a comparé deux types de dispositifs coopératifs. Un dispositif qui était une organisation libre, c'est-à-dire que les élèves s'organisaient librement pour construire cette phrase de 3 gestes sur un verbe d'action, ou alors, chaque élève choisissait un geste, et ensuite, ils enseignaient le geste aux autres, et on assemblait ensuite, donc ce qu'on appelle une forme de coopération puzzle. On s'est aperçu que la coopération puzzle, pour ce type de groupement, un SECPA, un élève de SECPA et 2 élèves ordinaires, amenait des interactions beaucoup plus riches que l'organisation libre. Donc, en gros, et pourtant ça limite quand même ça limite la richesse des interactions, puisque c'est très segmenté. Mais, en l'occurrence, avec le public scolaire qu'on avait, là, en l'occurrence, et ces classes-là, pour ces classes-là, ce type de dispositif s'est avéré plus efficace. Donc il faut réfléchir, lorsqu'on fait de l'apprentissage coopératif, comment l'élève spécifique, chaque élève peut être un atout pour le groupe et pas être le boulet. Ça, c'est très important. Et je vais vous raconter une anecdote aussi.
parce que c'est par les anecdotes qu'on retient bien. J'étais dans une résidence universitaire, donc ça s'appelait l'UREPS à l'époque, je pense qu'on on doit être sur cette génération-là, et on avait, dans notre résidence universitaire, on avait des paniers de basket, donc on faisait tout le temps des street balls. Et puis, on avait un étudiant haut niveau handicapé, natation, donc qui était en béquille, et qui venait jouer avec nous. Vous voyez ? Sauf que, et pourtant, je vous assure, j'étais très inclusif, moi. Mais moi, quand je le voyais, j'en pouvais plus. Il venait jouer avec nous, et en fait, ça ruinait le jeu. Parce qu'on ne pouvait plus jouer comme on voulait. Vous voyez Et pourtant, je l'aimais bien. Mais en fait, moi, j'avais aucun plaisir à jouer lorsqu'il jouait. Et je pense que pour les étudiants qui étaient avec moi, c'était exactement pareil. Vous voyez ? Parce que, et donc, je me dis, on peut faire coopérer, mais il faut faire attention au sens de la coopération. Je ne sais pas si je suis clair. Oui ? Très bien. Ah oui, l'inclusion inversée, ça c'est Maxime Tan, très très intéressant. J'ai vu des vidéos, oui, c'est très intéressant. Les vidéos, vous savez, il avait un élève aveugle, donc il fait quelques moments, quelques situations d'aveugle en gymnastique. Oui, très intéressant pour les repères, etc. Et les gamins semblaient s'éclater. Christophe Carpentier aussi, qui propose en lutte aussi, il avait un élève qui ne pouvait pas se servir d'une main. Et donc, il a fait vivre cette situation à l'ensemble des élèves de la classe. C'est intéressant. C'est intéressant à partir du moment où ça permet aux élèves d'apprendre. L'objectif, c'est pas qu'ils vivent le handicap. L'objectif, c'est qu'ils apprennent mieux en vivant le handicap. Parce que, à partir du moment où on a une main dans le dos, et tout le monde a une main dans le dos, on vit le handicap d'un des élèves de la classe. Mais c'est intéressant, pourquoi ? Parce que ça permet de renforcer les sensations, le senti de la poussée adverse ou des tirées adverses. Puisqu'on ne peut plus agir comme un bourrin, les deux bras tendus, caractéristique du débutant en lutte. Donc finalement, ce type d'inclusion inversée est intéressant parce qu'elle permet aux élèves de mieux apprendre. C'est ça qui est important. On ne fait pas de l'inclusion inversée pour faire de l'inclusion inversée, parce que c'est bien, parce que les élèves vivent le handicap. On fait de l'inclusion inversée à partir du moment où ça apporte quelque chose à tous les élèves, en termes d'apprentissage. Et puis le co-enseignement. Donc on a un partenaire qui s'appelle Philippe Tremblay, voilà, qui nous montre plein de vidéos sur le co-enseignement au Canada. Très intéressant. C'est vrai que c'est plus facile d'être à deux que d'être tout seul. C'est plus facile d'être à 2 pour 30 qu'à être tout seul pour 24, parce que c'est plus souple, on peut faire plein de choses différentes. Et il analyse toutes les situations de co-enseignement et les configurations. C'est très intéressant, je vous conseille vraiment de lire ce qu'il fait, c'est intéressant. Je pense que sûrement l'avenir, il est sûrement là. C'est-à-dire sur le fait qu'il y ait plusieurs enseignants et pas un seul enseignant face à un groupe d'élèves. Alors, oui, il y a des avantages pour les adaptations pour tous, puisqu'on n'agit plus sur l'individu, mais on agit sur le groupe. Donc on n'est plus sur une éducation individualiste. Mais attention de ne pas perdre le cadre commun, et c'est ça qui est important, et c'est la dérive actuelle, c'est la dérive à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui, à mon sens. Donc on vous propose une modélisation qui s'appelle une pyramide inclusive, qui est adaptée du rail réponse à l'intervention de Bissonnette, mais qui est adaptée pour l'inclusion. L'idée étant que la démarche, c'est que on essaie de partir d'en bas, adapté pour tous. On essaie de ne pas agir sur les individus, on essaie d'agir sur le groupe dans sa globalité. Donc là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bonhommes. Parce que l'adaptation pour tous, c'est le fait, je vous l'ai dit, de diversifier ses médias, c'est le fait d'offrir plusieurs chemins à un moment donné que les élèves vont choisir. Eh bien ça, l'idée c'est de partir de là. Et puis, pour certains élèves, ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas rentrer. Donc si ça ne fonctionne pas, on remonte d'un cran. On va sur des adaptations ciblées, mais on essaye de faire en sorte que les gamins soient autonomes quand même. Et puis pour certains élèves, ça ne va pas aller. Non plus, ça ne va pas être suffisant. Du coup, on va faire de l'adaptation ciblée dépendante. On va aller donner un coup de main, on va aller donner des consignes, on va passer un petit peu plus de temps.
Et puis pour certains élèves, bah, là, ça ne va pas marcher non plus, et ils vont avoir besoin d'adaptations plus spécifiques par des professionnels, par des psychomotriciens, je sais pas, par des éducateurs spécialisés pour les problèmes de comportement. Le truc, c'est qu'il n'y a pas une stratégie qui est meilleure qu'une autre. La modélisation que là je vous propose, c'est de partir du commun pour aller vers le spécifique, parce que l'objectif, c'est le commun. L'objectif, c'est pas de s'adapter à X, Y ou Z. L'objectif, c'est de construire le groupe classe et la communauté. Donc on démarre plutôt par des choses sur le groupe, pour ensuite, si ça ne marche pas, hein, aller de plus en plus vers du spécifique. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on balance tout sur le spécifique. Et quand vous avez comme la maîtresse que j'ai vue à la maternelle, qui avait ce petit-là, mais qui avait aussi 2 jumeaux qui étaient sourds, des élèves allophones et une élève autiste qui ne répondait pas à son prénom, c'est quand même... eh ben, vous avez des gens qui explosent. Là, c'est à l'école maternelle, ça arrive à l'école élémentaire, dans 3 ans, c'est au collège. Une diversité importante. Et si on traite des individus, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? L'inclusion, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, l'inclusion, il y a trop de diversité, il faut séparer les élèves et les remettre... voilà, c'est ça qui va se passer. Donc, du coup, essayons de trouver quelque chose, un cadre commun, et puis ensuite, en fonction de ce cadre commun et de son efficacité, on va essayer d'adapter pour certains, mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'adapter le moins possible. Là, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est juste qu'on essaie de partir d'en bas et puis remonter si c'est nécessaire. Ah oui, alors il y a un exemple donné par Christophe Carpentier sur l'accessibilité universelle. En fait, l'inclusion, c'est l'ensemble. C'est pas parce qu'un élève est séparé des autres à un moment donné qu'on n'est pas dans une démarche inclusive. La démarche inclusive, c'est les valeurs. L'inclusion, c'est pas mélanger tout le monde ensemble. C'est pas ça. Du coup, voilà, je vous ai pris des exemples. 6e en danse, 3 élèves Ulysse, dont troubles des fonctions cognitives, TSA. Construction d'une phrase autour de verbes d'action. Alors AT, c'est adaptation pour tous. AK, c'est adaptation ciblée autonome. ADP, adaptation ciblée dépendante. Et AS, adaptation spécialisée. J'ai retrouvé la mémoire. Donc, voilà, à partir du moment où vous faites choisir un verbe d'action et des formes corporelles, chaque groupe peut choisir le verbe qu'il veut, qu'il souhaite. Donc du coup, à partir du moment où on est sur des choix, à partir du moment où on diversifie les médias et les moyens, on est sur une forme d'adaptation pour tous. Les élèves peuvent choisir leur verbe et peuvent choisir les gestes sur leur verbe. Donc on peut penser que tout le monde pourra avoir à manger là-dedans. Mais en fait, parfois ça ne suffit pas. Et c'est ce que j'ai observé. Donc par exemple, il y a le prof va dire à un moment donné, voilà, non, on voit qu'il y a un groupe, ça ne va pas. Il y avait 5 éléments à retenir. Ça ne va pas en termes de mémorisation. Il va adapter, il va dire, non, pour ce groupe-là, limité à 3 au lieu de 5. Donc on est sur une forme d'adaptation ciblée autonome, puisque les élèves vont être autonomes, mais avec des exigences réduites en matière de mémorisation. Puis ensuite, il y en a pour d'autres, il y a un groupe qui ne va pas, parce qu'ils s'engueulent, parce qu'ils n'ont pas d'idées, ils sont dans le quotidien. Donc il va essayer d'étayer et de guider la création de ce groupe-là. On est donc sur l'adaptation ciblée dépendante. Et puis il y a un élève, voilà, TSA, qui pète les plombs au milieu parce qu'il y a de la musique, il pète les plombs au milieu de la séance. Là, à un moment donné, il y a un SAS, qui est un ritualisé et qui lui permet de retrouver son calme. Donc là, on est sur de l'adaptation spécialisée. Voire il est pris en charge par un assistant d'éducation, ce qui n'était pas le cas là, mais qui va venir le prendre en charge. Donc, vous avez vu, ce n'est pas une bonne manière de faire. On voit au sein des séances que ces 4 types d'adaptation sont mobilisés. Le truc, c'est que si on zappe la première, l'adaptation pour tous, on arrive vite vers l'adaptation spécialisée. Finalement, le plus dur, c'est la première. J'ai mis une autre illustration
en badminton. À partir du moment où on est sur le choix de zone bonus, ben, en fonction de, vous voyez, on choisit 2 zones bonus sur le terrain adverse. Voilà, on peut choisir soit pilonner une zone, soit déplacer l'adversaire, enfin selon sa stratégie. Donc on est donc sur une adaptation pour tous, puisque chacun va pouvoir choisir sa stratégie en fonction de ses points forts, au moins. Il y a des raquettes adaptées pour certains élèves, un élève dyspraxique comme j'ai eu, et avec un prof qui a pensé à adapter une raquette, une adaptation autonome. Et puis le guidage de certains élèves sur certaines consignes, voilà, qui va nécessiter de l'adaptation dépendante. Et puis un élève dyspraxique, voilà, qu'on va aider davantage à un moment donné parce qu'il en aura davantage besoin. Donc on voit qu'on est sur des mélanges de stratégies. Ah oui, un exemple d'évolution au cours de l'année. Un exemple de... Qu'est-ce que je voulais dire par là? Excusez-moi. Oui. Ça y est. J'ai les vidéos, c'est des vidéos de petits, mais je vais plutôt vous le mimer. Je vais vous le mimer. Je vais monter, je peux monter sur cette table? Comme ça, vous voyez mes pieds, parce que c'est basé sur les pieds. En plus, j'ai des vertiges, donc c'est une prise de risque à un moment d'adrénaline intense. Non, c'est pour vous voyez les pieds, puis je pense qu'avec des anecdotes, on apprend bien. Et je vous l'ai dit que j'avais suivi des petits autistes dans une unité d'enseignement maternel. Cette expérience m'a beaucoup marqué. Et il y avait une petite, je déforme son prénom, qui s'appelait Kate. Et Kate, c'était une autiste sévère du début d'année, elle faisait énormément de crises. Et puis au cours de l'année, il y a des parcours de motricité. Donc je vais faire le parcours de motricité. Ben Kate, sur le parcours de motricité, elle aimait beaucoup la motricité. Elle marchait toujours sur la pointe des pieds. Parce que visiblement, quand elle marchait à plat, c'était trop sensible. Donc elle était toujours sur la pointe des pieds. Et puis toujours, elle était sur le parcours de motricité. Puis à un moment donné, il y avait la poutre. Il y avait une poutre. Puis Kate, elle bloquait toujours sur la poutre. Alors qu'est-ce qui se passait? Tu peux... Non, de l'autre côté. Non, mais en général, pour finir, je fais un salto, mais... Non. Ton prénom? Fabrice, toujours. Fabrice, voilà. Le père de mémoire, merci. Fabrice, qui est mon prof, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il vient m'aider. C'est parce que je bloque là, à la poutre, je bloque, hop, il m'aide tout de suite et il m'aide à passer. Vas-y, on y va, hop, il m'aide à passer, voilà. Kate, en général, elle se mettait comme ça parce qu'elle avait plus d'équilibre. Voilà, hop. Très bien, merci. Attends, Fabrice. Ensuite, Kate, à un moment donné, je l'ai vue, elle s'arrête. Et Fabrice, regarde ailleurs. Tu peux regarder ailleurs, Fabrice? T'es assez loin d'ailleurs. Stop. Maître, comment elle disait? Oui. Maître, j'ai besoin d'aide. Elle commence à parler. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'ils leur apprennent à demander de l'aide? Qu'est-ce qu'il fait Fabrice? Il attend, il ne vient pas tant que l'enfant n'a pas demandé d'aide. Donc Fabrice, attends, on le refait. Alors, maître, j'ai besoin d'aide. Et là, ton prénom? Stéphane. Oui, Stéphane. Excuse-moi, Stéphane. Tu peux... Extraordinaire. Un geste extraordinaire de l'enseignante. Je bloque. Maître, j'ai besoin d'aide. Stéphane, tu peux donner la main à Maël. Tu peux donner la main. Qui est un élève de la classe.
Merci Stéphane. Un geste extraordinaire de l'enseignante. Pourquoi? Merci. Pourquoi un geste extraordinaire de l'enseignante? J'ai la vidéo, hein, si vous voulez, je peux vous la passer. C'est des petits. Un geste extraordinaire de l'enseignante parce que n'importe quel prof... Je vais descendre maintenant. Merci beaucoup. Hein. Parce que n'importe quel prof aurait été aidé Kate. Et cette prof-là, qui est une prof ordinaire, qui n'est pas une prof spécialisée, parce que je l'ai interrogée après sous forme d'auto-confrontation pour le coup, et bien en fait, son geste extraordinaire, c'est parce qu'à un moment donné, quand elle bloque la gamine, à un moment donné, quand est-ce que tu vas l'aider, quoi? Et le fait qu'il y ait un gamin, et à chaque fois qu'il est sur le parcours, le gamin venait l'aider, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle passe seule. Eh bien, c'est un geste extraordinaire parce que, en plus, attendre que le gamin demande de l'aide pour qu'on le rend autonome, et demander à un autre de venir l'aider, qui est juste derrière, c'est bien tombé, ben, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on voit jamais. Moi, j'aurais jamais eu l'idée. Et pourquoi elle a... Alors, c'est pour ça que je vais enchaîner sur vos interventions à l'échelle de l'établissement. En fait, c'est parce que dans les UEMA, ben, ils sont formés par... ils se co-forment en fait dans les équipes, et c'est la prof spécialisée avec qui elle travaille, qui lui avait appris à faire ça. Ça paraît pas grand-chose, mais moi je trouve ça énorme. Pour conclure, oui, à l'école inclusive, voilà, c'est des débats, c'est pas pour, c'est pas contre. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a besoin d'équité et puis d'un sentiment d'appartenance à la communauté. C'est pas pour, c'est pas contre, c'est comment. En fait, la vraie question, c'est comment on fait. Moi, je ne vous ai pas du tout proposé de recette magique, hein. C'est juste des cas d'analyse pour identifier des adaptations et peut-être une démarche qui part du commun pour aller vers le spécifique et non l'inverse. Donc pour moi, en fait, voilà, le danger principal, c'est l'individualisation excessive. C'est le danger principal aujourd'hui, avec des exigences de plus en plus fortes en matière d'individualisation. Et en fait, il faut... C'est important d'avoir des adaptations pour des publics spécifiques. Oui, c'est important. Je ne dis pas que c'est pas important. C'est très important. Mais ça doit être compris dans le groupe. C'est ça l'idée. Ensuite, voilà, l'application de bonnes pratiques, hein, malheureusement, c'est contextualisé. Par exemple, les élèves ATSA ne se ressemblent pas du tout. Enfin, il y a quelques points communs, mais d'un élève à l'autre, c'est pas du tout les mêmes difficultés. Et donc, du coup, avec les élèves comme Cap École Inclusive, c'est le site, il y a un problème, il y a une remédiation. Sauf que tu vas tester cette remédiation-là avec cet élève-là, ça ne va pas marcher. Donc, du coup, c'est le prof, l'expert des élèves, c'est le prof. Et en fait, le but du jeu, c'est à lui de choisir la stratégie qui lui convient le mieux et l'adaptation qui lui convient le mieux à un moment donné. Et puis, à mon avis, il n'y a pas de transformation. L'école inclusive, c'est pas possible. Il y a l'échelle de la classe, mais il y a l'échelle de l'établissement. En fait, il y a à trouver une souplesse. Il y a des fois où, par exemple, les élèves ont besoin d'être séparés. C'est très important. Et dans les structures emploi du temps, dans les établissements, il faut, à mon avis, permettre cette souplesse où on peut séparer certains élèves à un moment donné parce qu'ils en ont besoin. Parce que les profs, ils ont besoin de souffler aussi. Et parce que ça fait du bien aux élèves. Donc, je répète, l'inclusion, c'est pas mélanger tout le monde. Séparer, ça fait partie aussi de la visée inclusive. C'est un moyen pour atteindre la visée inclusive. Et je vous ai fini par le 100% inclusion, parce qu'on a un programme d'investissement à venir. Hein, je vous ai mis parce que Amiens, UPJV, voilà, UPJV, Amiens, Rouen, Lille, Caen. Voilà, on est partenaire d'un programme d'investissement à venir qui s'appelle Inclusion, un défi, un territoire. Et c'est justement ce qu'on essaie d'observer, c'est-à-dire on essaie d'analyser, c'est-à-dire mieux comprendre ce qui se passe, les freins et les leviers, pour essayer d'aider modestement les écoles, les collèges, les lycées professionnels à mettre en place les conditions d'une école inclusive efficace pour eux. Voilà.